Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Damien Melik, Greenhouse Leader et Transformation Designer chez Deloitte. Tu es le nouvel invité de ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Damien, bonjour. Bonjour Paul, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très enthousiaste à l'idée d'échanger avec toi. Eh ben, de même, c'est un vrai plaisir que tu aies accepté qu'on puisse échanger. L'idée de ce podcast et de ta venue, c'est qu'on puisse discuter et comprendre ton parcours et parler de design de transformation, parler de design de process, de vous, l'intervention que vous pouvez avoir Deloitte. Je trouve ça hyper intéressant parce que sur Head of Design, on est assez focus sur le design digital. Et en fait, c'est vrai que moi, plus je rentre dans le design, plus je me rends compte qu'il y en a partout. Et donc, l'idée, c'est un peu de comprendre plutôt sur des phases amont et des phases, je dirais, en accompagnement des exécutives, comment le design et les méthodologies design vont aider ces entreprises. Donc voilà, on va discuter un petit peu de tout ça, de la façon dont vous travaillez. Et puis ensuite, on parlera de tes recommandations pour nos auditrices et auditeurs. Ça te va ? Avec plaisir, Allez. Ça va être passionnant. Bon, super. La première question que j'aime poser à mes invités, c'est à quel moment toi tu découvres le design et ses méthodologies et que tu te dis tiens, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose sur lequel je vais continuer ma carrière dessus. Alors quand j'ai écouté ton podcast, cette question elle m'a interpellé et j'ai réfléchi à quel moment effectivement j'avais été en contact avec le design pour la première fois. Et ce qui m'est venu spontanément, c'est qu'assez tôt, quand j'étais gamin, quand il y avait un objet qui était en fin de vie à la maison, avant qu'il parte à la poubelle ou à la déchetterie, j'avais le droit de le démonter en intégralité. Et donc ça, c'était mon kiff avec mes tournevis, machin, marteau, clé à molette, etc. Enfin, de démonter un aspirateur, un robot, enfin voilà, et de comprendre comment l'objet était assemblé et conçu. Alors mon père, il me disait toujours, le but du jeu, c'est de savoir le remonter aussi. Ça, j'y arrivais beaucoup moins bien. Mais en tout cas, j'avais cette passion pour l'objet en tant que tel, la forme de l'objet et la manière dont il était pensé et il était conçu. Et donc, quand tu m'avais posé cette question, c'est la première chose qui m'est venue spontanément. Et donc, j'étais vraiment tout gamin. Et après, la création m'a toujours intéressé. J'ai fait un bac A3 à l'époque, c'était arts et lettres, donc avec une dimension artistique et graphique. Et puis après, j'ai fait les beaux-arts. On aura l'occasion d'en reparler. Mais je suis arrivé dans le design comme ça, en fait, par la création graphique d'abord et l'intérêt pour l'objet et la fonction de l'objet. Et c'est drôle de se dire que la métaphore du Damien gamin qui ouvre ça à aujourd'hui ce que tu fais, c'est à peu près la même chose. Tu ouvres la coque et tu vois ce qu'il y a dedans, tu regardes, tu démontes, tu fais des petites modifs, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est drôle de retrouver ça comme ça. C'est exactement ça en fait. Il faut comprendre par rapport à l'usage, il faut comprendre en fait comment ça fonctionne en fait. Et c'est comme ça après que tu peux améliorer, transformer, développer en fait. Et raconte-nous ensuite un peu ton parcours de formation et je dirais tes premières expériences professionnelles, vers quoi tu te lances, et puis pour arriver jusqu'à JC2Co, qui est là ton entreprise avec qui tu es resté une petite dizaine d'années. 9 ans.
Alors moi, j'ai coutume de dire que j'ai un parcours singulier en fait, parce que j'ai fait les Beaux-Arts et aujourd'hui je suis dans un des plus gros cabinets de conseil de la place de Paris, un des Big Four. Donc il y a, je pense, pas plus grand écart que cette trajectoire-là. Je suis rentré dans l'univers professionnel du design dans un bureau d'études industrielles, donc chez un constructeur de motos. Et donc je travaillais avec des ingénieurs, avec des mécaniciens, avec des designers, avec des plasticiens. Et donc je suis rentré dans le design par cet environnement-là après avoir fait les Beaux-Arts et quelques stages dans des agences de design. Et donc ça, j'ai retrouvé finalement ce que j'aimais quand j'étais gamin, d'aller démonter les objets. Sauf que là, l'objectif était plutôt d'assembler un joli produit, qui en l'occurrence était une moto de marque française. La marque a disparu depuis, mais c'était une super aventure industrielle. Donc je suis rentré dans cet environnement-là. De cet environnement-là, ça m'a permis d'aller découvrir finalement un peu le monde du CD-ROM, parce que j'avais une fonction particulière chez ce constructeur de motos, c'est que je travaillais sur le catalogue de pièces détachées et le passage de la phase de prototype à la phase d'industrialisation. Donc j'ai accompagné toute cette phase-là. Donc ça m'a mis en contact avec des gens qui faisaient du CD-ROM, de pièces détachées, de choses comme ça pour le secteur automobile. Et du CD-ROM pour le secteur automobile, je suis arrivé à l'époque où le web a explosé. Alors avant l'explosion de la bulle, c'est-à-dire que ça a explosé en termes d'activité. Et donc là, en fait, j'ai découvert le digital que j'avais pas du tout appréhendé pendant mes études, puisque moi j'étais plutôt dans un parcours design industriel. J'ai fait un diplôme aux Beaux-Arts autour de mobilier, enfin du mobilier de bureau, des choses comme ça. Donc d'un coup, j'ai fait une première mue sur le design digital et le web design. Et en fait, au début, je voulais pas du tout y aller. C'est-à-dire, j'y suis allé à reculons. Et puis, en fait, je me suis aperçu que finalement, ça générait pas de frustration chez moi. C'est-à-dire concevoir un produit digital ou un produit industriel entre guillemets, c'était les mêmes ressorts créatifs, c'était les mêmes modes de pensée. Il y avait une notion d'expérience utilisateur, il y avait une notion d'interface, il y avait une notion d'usage. Et donc, on retrouvait finalement tous les mêmes assets que du design industriel, avec en plus une capacité de production beaucoup plus rapide finalement, parce qu'un prototype web, c'est extrêmement rapide à faire, qu'on peut très vite tester une solution. Et je me souviens d'une période où c'était la période où toutes les startups émergeaient. J'ai fait plusieurs agences à cette période-là, mais on faisait 5 projets de site web par semaine. Donc c'était une période hallucinante. Et du coup, je suis passé dans cette période du CD-ROM au web, et puis ensuite aux applications mobiles, aux stratégies de communication réseaux sociaux. Et en fait, cette période digitale, je me suis beaucoup éclaté là-dedans parce que, en fait, c'était de la création de produits avec les mêmes réflexes, avec les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes modes de pensée, mais avec un risque industriel qui finalement n'existe pas, quoi. Parce que l'approche digitale, on peut réparer, on peut facilement transformer, voilà. Le prototype, il ne coûte pas 100 000 euros à faire. Exactement. Et je me disais, est-ce que tu te poses la question, enfin, peut-être pas, non, je dirais pas ça comme ça, mais est-ce que tu te rends compte du potentiel aussi du digital et en gros, est-ce que tu commences à aiguiser ta vue un peu business, qui est quand même importante aujourd'hui dans ce que tu fais, pour accompagner les décideurs? Alors, pas tout de suite. Au début, pour moi, c'est un exercice graphique, en fait. C'est un exercice de forme et c'est un exercice graphique parce que je viens du design, mais j'ai migré sur la direction artistique d'abord et puis direction de création. Donc, c'est plutôt un exercice de forme, un exercice de design. Après, je me suis aperçu que je prenais beaucoup de plaisir à travailler tout ce qui était UX design, donc comment on réfléchit le parcours utilisateur. C'est-à-dire que si j'avais pas ça, et qu'on était dans un process siloté, il y avait des gens qui faisaient l'UX, et puis des gens qui faisaient le design, et puis des gens qui faisaient le dev, et puis voire même des gens qui faisaient en parallèle la stratégie. Je trouvais ça moins intéressant. Donc petit à petit, je suis remonté sur l'UX, et puis je suis aussi très vite remonté sur la stratégie, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà d'un site web ou d'une application mobile, en fait, quelle est l'intention et quel est l'objectif, en fait. Et là, on revient, je pense, sur les racines du design. C'est toujours une intention, un objectif, un utilisateur, en fait. Et donc, pour avoir une vision d'ensemble cohérente, il faut regarder tous ces volets-là.
Et donc, la dimension business, pour répondre à ta question, elle apparaît très vite, en fait, parce que la notion de l'intention, quand on demande aux gens quelle est l'intention, elle oblige à se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, il y a des enjeux de ROI, il y a des enjeux de profitabilité, il y a des enjeux de développement commercial, il y a des enjeux de business, il y a des enjeux d'audience à aller conquérir. Donc oui, ces dimensions-là, pour moi, elles sont indissociables de la dimension design, en fait. Ouais, ok. Et aussi, c'est peut-être le début aussi du management. Je vois que tu commences à rentrer aussi dans des rôles de direction. Comment se fait un peu cette mue-là pour toi, passer manager ou en tout cas avoir des responsabilités? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai très vite eu des petites équipes. Enfin, j'ai commencé avec une petite équipe de 4 personnes et la plus grosse équipe que j'ai eue, c'est chez JC Deco, 35 personnes à peu près. En fait, pour moi, je me suis assez vite rendu compte que en tant que directeur artistique, entre guillemets, il y avait des gens vachement meilleurs que moi, en fait. En revanche, là où j'étais bon, c'était avoir la big picture d'un projet, comprendre, savoir pousser les concepts et amener des concepts innovants et savoir tirer le meilleur parti finalement des designers ou des directeurs artistiques qui travaillaient avec moi en fait. Parce que j'ai cette vision d'ensemble, parce que j'ai cette préoccupation client, j'ai cette préoccupation business. Donc du coup, je suis meilleur en manager de la création que en créatif moi-même en fait. Et du coup, comme j'ai cette vision d'ensemble, et cette capacité à pousser les leviers sur la créativité, sur l'innovation, sur la techno, sur l'impact, sur la capacité à toucher l'audience. Et à convaincre, j'imagine, et à convaincre Et les ce que j'allais décideurs. te dire, c'est qu'effectivement, derrière, tu es en capacité d'aller vendre le projet avec beaucoup de conviction et d'incarnation. Voilà. Donc très vite, je suis passé d'une petite équipe avec une petite équipe de créatifs. Après, assez vite, je suis passé directeur de création. Ce que j'aimais dans la fonction de directeur de création dans l'univers du digital, c'est que tu commences à travailler avec plein de profils différents. Là, tu peux intégrer des directeurs artistiques, mais tu commences à intégrer des développeurs, des motion designers, des concepteurs rédacteurs, des planeurs strat, etc. Donc là, tu es vraiment le chef d'orchestre d'une activité au service d'un projet créatif, au service d'un projet digital, quelle que soit la forme qu'il va prendre. Et tu dois coordonner tous ces gens, les faire travailler entre eux pour servir le meilleur projet. Et puis la dernière étape, c'est quand tu commences à intégrer dans ton équipe des dimensions business avec des commerciaux qui doivent aller vendre ton projet ou qui doivent aller chercher des projets sur lesquels tu dois répondre, ce qui était pas mal le cas chez JC Deco. Là, ton job, il change vraiment en fait, parce que tu es obligé de jouer sur deux tableaux, si tu veux. C'est à la fois, tu as une ambition créative que tu veux pas désavouer et dont tu ne veux pas trop sortir, parce que en tant que créatif et designer, ton exigence, c'est d'aller toujours vers l'excellence et le meilleur parti pris, la meilleure proposition. Et puis, quand tu es responsable d'une business unit, d'un PNL et d'un chiffre d'affaires, eh bien, par moment, tu es obligé de t'asseoir un peu sur tout ce que je viens d'évoquer pour aller chercher du chiffre qui va répondre et qui va servir tes objectifs. Voilà. Faut être c'est le roi du grand écart là. Faut essayer à la fois du grand écart et à la fois de ramener les deux parties les plus proches possibles pour. Exactement. Pour et donc ça peut être, je dirais que c'est peut-être la partie la plus frustrante de mon parcours en fait, c'est que là en fait, tu as deux parties de toi-même qui se disputent en permanence quoi. C'est-à-dire comment tu allies cette ambition créative et cet objectif de chiffre d'affaires à laquelle tu dois répondre, parce que ça sert derrière la REM de tes collaborateurs, quoi. Hein. Une partie de tes collaborateurs, elle est rémunérée en fonction de tes résultats. Donc, tu ne peux pas l'oublier, tu vois. Tu es obligé de ménager les deux. Et j'allais te dire peut-être même, mais heureusement que c'est peut-être que ce soit fait par quelqu'un comme toi, versus peut-être un directeur commercial et un directeur de la création. Oui. Parce que là, ça aurait été peut-être beaucoup plus électrique. Et peut-être que quelqu'un comme toi qui arrive à faire la symbiose des deux, c'est peut-être ce qu'il fallait. Et donc, raconte-moi un petit peu JC Deco, parce que toute la partie commerciale, je ne l'avais pas imaginé à la lecture de ton profil, et puis on n'en avait pas parlé spécifiquement lors de la préparation de l'échange. Est-ce que tu peux me raconter justement ce que tu fais là-bas? Quel est toi ton rôle? Alors chez JC Deco, donc c'est 9 ans de ma vie.
Donc c'est beaucoup déjà. Ouais. C'était la plus grosse expérience pour moi. J'ai eu 3 postes. Un premier poste qui était, je suis rentré comme directeur de création d'une petite équipe qui était en place. L'objectif, si tu veux, c'est JC Deco, donc c'est le média outdoor, l'affichage, les abribus, les écrans dans la rue que tout le monde connaît. Et JC Deco vend des opérations événementielles sur les abribus. Donc, je sais pas si tu as déjà vu un abribus transformé en distributeur de parfums, en machine à café, Non, j'ai pas encore, non, jamais ce eu. genre de choses Ok. pour promouvoir une station de ski ou un parc d'attractions. On va remplacer le banc de l'abribus par des fauteuils avec des harnais. Enfin, tu vois, donc on va pimper en fait le mobilier urbain pour que ça interpelle les gens et que ça ait de l'impact. Donc ça, c'était vraiment mon premier job, c'était animer cette équipe et répondre à cette ambition-là en interaction avec tout l'écosystème d'un client, c'est-à-dire agence média, agence de pub, régie, et donc de travailler avec cet écosystème à proposer ce type de choses. Donc on a fait des trucs vraiment drôles sur le mobilier urbain. On pouvait transformer les colonnes Maurice en distributeurs de bonbons, enfin tu vois, des choses, on pouvait être assez créatif. Ouais, trop bien. Ça, c'était la première étape. Après, mon équipe, elle a grossi. Et donc là, j'ai commencé à intégrer des profils différents. J'ai intégré un créatif technologiste, j'ai intégré un planner strat, j'ai intégré une architecte. Et donc là, on a monté une agence intégrée qui s'appelait La Rue Inspiring Outdoor, donc qui était vraiment l'agence dédiée à la création sur l'espace urbain. Et d'amener ces profils, si tu veux, ça nous a vraiment fait monter en ambition créative, parce que du coup, là, on a commencé à avoir des réflexions sur des technos qu'on allait pouvoir s'approprier et qui allaient rendre nos dispositifs. Avant, nos dispositifs, ils étaient très visuels, entre guillemets. Avec la dimension innovation techno, on les a rendus plus interactifs, plus digitaux, plus connectés, tu vois. Donc, on avait cette ambition-là. De faire venir un planner strat, ça nous a permis aussi de se dire, on est certain qu'on raccroche bien à la stratégie de la marque et qu'on n'est pas juste la petite cerise sur le gâteau qui arrive à la fin quand il nous reste encore un peu de budget pour s'amuser. Donc, on raccrochait vraiment avec la stratégie de la marque. Okay. Et puis d'avoir un profil comme une architecte, ça nous a permis de jouer sur des façades de bâtiments, ça nous a permis de jouer, d'inventer des espaces événementiels. Ouais, de se dire que c'était possible techniquement exactement. Et j'allais dire physiquement. Exactement. Voilà. Oui, exactement. De s'approprier un environnement urbain. Parce que ce n'était pas uniquement justement, c'était pas uniquement les abribus ou voilà, c'était l'environnement urbain. C'est vrai que de premier abord, on se dit ça, mais non, en fait, d'amener ces profils, si tu veux, ça nous a permis de se dire la rue est un terrain de jeu. Alors très très réglementé, on fait pas ce qu'on veut dans la ville, mais la création de toute façon est un exercice sous contrainte. Donc on avait des contraintes pour pouvoir jouer sur l'espace urbain. Mais d'un coup, on a pu sortir de l'espace de l'abribus pour aller dans la ville et imaginer des opérations plus événementielles. Ouais, quand tu devais marcher dans la rue, ça devait popper de partout les idées. Exactement. Ah tiens, on pourrait faire ça. Là, on pourrait faire ça. Là, avec telle marque, on se posait toujours la question de comment on prend la campagne telle qu'elle nous a été proposée en affichage et comment on la fait sortir du cadre. Donc là, le out of the box qu'on utilise tout le temps, tu vois, prend tout son sens parce que c'était ça notre quotidien, quoi. Et puis surtout, la rue, on peut vraiment jouer avec des aspects de celle-ci en fonction de là où c'est. Il y a beaucoup de street artistes maintenant qui font ça, qui reprennent des éléments de la rue pour les détourner. J'imagine qu'il y avait un petit peu tout ça un peu en tête. Tu prends tout cet environnement, tu prends le mobilier urbain, tu prends l'espace sur lequel tu vas le faire, tu prends en fonction des villes dans lesquelles ça va faire, ça prend évidemment un autre sens. Donc, il y a beaucoup de données à prendre en compte. Et je pense que c'est ça aussi la capacité du designer, tu vois, c'est à comprendre, observer, analyser, comprendre un environnement complexe pour en ressortir une expérience ou une forme, quelle qu'elle soit, un usage qui soit parfaitement adapté à son environnement, en fait. Et ce que tu veux, de toute façon, c'est aller chercher des utilisateurs ou une audience, en fait. Voilà. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute.
Ouais, ça devait être super sympa à faire. Bah, je te disais tout à l'heure qu'on faisait 5 projets web par semaine quand j'ai vécu la période digitale. On faisait à peu près 5 projets événementiels par semaine quand j'ai eu Ah ouais. la période Deco. Et puis chez Deco, un autre projet que j'ai lancé que j'ai beaucoup aimé, enfin auquel j'ai participé, c'est que j'ai vécu l'arrivée du digital out of home dans les rues, donc les écrans hein, qu'on voit dans les Oui. vitrines de magasins, dans la rue, etc. Et en fait, ce média, il était inconnu. Et donc, il a fallu inventer une écriture graphique sur ce média, en fait. Et là, du coup, je suis allé chercher finalement toute mon expérience que j'avais dans le web, parce que comme tout le monde, hein, j'ai bouffé de la bannière à une époque. Mm. Et donc, la bannière, c'est quand même une forme de narration et une forme d'écriture graphique particulière pour émerger dans des pages dans lesquelles il y avait parfois beaucoup d'infos. Et finalement, tu transposes à quelques mots près un écran dans la ville, il doit émerger au milieu de beaucoup de codes et de beaucoup de signes auxquels on est soumis, tu vois. Et donc, il fallait trouver cette écriture graphique pour les contenus de marque qui allaient exister sur cet écran. Voilà, Et- donc on a ouais. travaillé sur cette écriture et on a lancé le premier média digital à Angers, qui est la première ville test sur beaucoup de choses en France, parce que la Mhm. population est représentative de la Ouais, moyenne française. ok. Donc il y a beaucoup de projets lancés à Angers. Et donc on a équipé la ville d'Angers et on a fait les premiers programmes digitaux à Angers dans la rue. Ah, trop bien. Et en effet, là, tu retrouves aussi, j'imagine, toute ton expérience. Tu me parlais de motion design, de l'interactive design, du visual design. Et ben, ça a tout son sens parce qu'en effet, il faut pas non plus faire juste un imprime de ce qui se passe d'un site Non, comment, statique. Faut qu'on puisse attirer l'attention. Il faut non, en jouer effet, avec le. c'est décevant quand c'est juste une affiche qui est plaquée dans l'écran. Ça n'a aucun intérêt. En fait, ce qui est intéressant dans le DOH, c'est d'abord de prendre en compte le temps d'exposition et d'attention, hein, qui est extrêmement court. Hein. On est sur 4-5 secondes maximum. Hein. Donc, Max, ouais, j'imagine. c'est extrêmement fugace. Et au début, on voyait beaucoup de campagnes digitales arriver qui étaient adaptées avec des codes télé, tu vois. C'est-à-dire qu'en télé, souvent, tu vois l'annonceur qui se dévoile un peu à la fin du spot. Avec une Euh, petite intro, des choses comme ça, Exactement, ouais. tu vois, Ok. tu poses un contexte, une narration, des personnages, tout ça en 20 ou 30 secondes, mais 20 ou 30 secondes, c'est Des- déjà 15 secondes, quasiment 15 10 fois secondes de plus ou trop. 20 fois plus que ce que tu vas avoir en vrai dans un Et spot ouais. DOH, tu vois. Donc on a revu toute cette approche narrative et on a fait beaucoup de pédagogie vis-à-vis des agences de pub pour qu'ils s'approprient le média. Donc ça a été aussi un volet de ma fonction, tu vois, Et non. d'aller faire de la pédagogie dans les agences de pub, chez les annonceurs, chez les médias, sur comment on s'approprie un média, comment on crée un nouveau média avec un nouvel usage, et quelle forme on doit donner aux contenus qui vont être diffusés dans ce média. Et, euh, et ensuite, après l'aventure JC Deco, là, tu vas te lancer vers autre chose quand même, vers la transformation. Alors, peut-être, vas-y, raconte-moi justement peut-être la transition. J'allais te poser la transition jusqu'à arriver à Deloitte. Comment tu fais cette transition vers des sujets qui sont totalement différents En aujourd'hui? fait, cette transition, elle s'opère à la dernière étape chez JC Deco. Mhm. Là, donc, je te disais, j'ai eu 3 postes. La troisième étape, en fait, c'est que j'ai lancé chez JC Deco un programme qui s'appelait JC Deco Explore. Et donc là, vraiment, c'était une démarche d'innovation. C'était de se dire, alors on a dû pivoter, mais la vision première qu'on avait de JC Deco Explore, c'était de se dire, avec nos clients, on va imaginer le média de demain. C'est-à-dire, comment les marques auront besoin de communiquer dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Et donc, on va travailler sur des innovations médias qui vont faire que, grâce à nos clients et avec nos clients et avec des approches collaboratives, on va co-construire le média de demain. On s'est assez vite rendu compte que nos clients, ils avaient en fait des préoccupations extrêmement court-termistes et que eux, leurs enjeux, c'était comment je lance mon nouveau produit dans 3 mois, dans 6 mois, de manière innovante, mais que finalement la vision long terme du média les intéressait pas. Donc on a fait pivoter notre offre pour dire ok, ben en fait JC2Co Explore va vraiment être au service des marques et de faire de l'innovation média pour les marques, mais avec des technos qu'on est en capacité de s'approprier et de déployer très très vite en fait. Et donc c'est là que la mutation s'est opérée, c'est-à-dire que ça on l'a fait en atelier collaboratif sous forme d'intelligence collective. C'est là que le design thinking est revenu assez fort dans ma vie, mais finalement ma démarche design,
je l'avais toujours opéré, sauf que je l'avais pas vraiment conscientisé, tu vois. Mm. Et en fait, quand on a commencé à faire ces ateliers avec des clients, on s'est aperçu qu'il fallait construire des process, des méthodes, etc. Et donc, on a commencé à se former un petit peu sur le sujet. Puis, on s'est assez vite aperçu que on commençait à avoir des clients qui étaient plus experts que nous sur le design thinking et les approches collaboratives. Et donc, c'est là que j'ai fait un DU intelligence collective, en fait, tu vois, en me disant, en fait, il faut qu'on se forme, il faut que je me forme là-dessus. Parce que d'abord, c'est une matière qui m'intéresse. Et puis, si on veut être pertinent vis-à-vis de nos clients, il faut qu'on soit expert, il faut qu'on soit meilleur qu'eux sur le sujet, en fait. Donc j'ai fait ce DU intelligence collective pendant, c'était un peu plus d'un an, hein, c'est un master, hein, donc c'est vraiment en formation continue, tu vois, diplômant, et où tu travailles finalement beaucoup sur comment fonctionne un groupe, c'est quoi les dynamiques collectives, comment tu travailles des phases d'émergence avec un groupe, comment tu converges, comment tu priorises un certain nombre de sujets, etc. Tu vois. Et donc j'ai travaillé ça pendant 3 ans à peu près avec les clients. Et donc, on a développé beaucoup de projets grâce à ça. Et c'était assez nouveau finalement sur le marché parce que il n'y avait pas encore de lieu collaboratif où tu pouvais réunir les gens avec des sensibilités ou des expertises différentes en fait. Et ce que nous disaient nos clients sur ce programme JC2Co Explore, c'est qu'en fait, c'était la première fois qu'un client il avait l'opportunité de mettre dans la même salle son agence de pub, son agence média, les régies et pourquoi pas un partenaire technique, tu vois, qui venait enrichir les discussions. Et nous, au milieu, on jouait ce rôle de facilitateur, si tu veux. On construisait l'atelier et on facilitait la session pour faire qu'en une journée, on arrivait à sortir 3 concepts que le client était en capacité de valider et de s'approprier et de déployer dans les 3 mois ou 6 mois qui suivaient. Voilà. Et donc, c'est ça qui a opéré ma mue, si tu veux, tu vois. Après, j'ai quitté JC2Co entre les 2 Covid. Il y a eu un plan de départ volontaire que j'ai saisi. Ouais. Et donc là, je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, à l'étape de mon parcours, c'est d'aller vraiment sur la facilitation et d'accompagner des projets de cette manière-là, en fait. Ouais, trop bien. Voilà. Ok, et donc c'est ok, ouais, très compréhensible. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de se dire que tu te reformes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que parfois, quand on a des rôles comme ça en tant que directeur avec des responsabilités, on a l'impression parfois peut-être de tout connaître. En tout cas, en tout cas, les gens viennent vers nous pour nous poser des questions. Et donc, de ce fait-là, on se dit qu'on connaît beaucoup de choses. Mais en final, si on a envie de progresser, parfois repasser par la case formation, ça a vraiment du sens. Et toi, ça a redonné aussi un nouveau projet dans ta vie, dans ta carrière, et c'est super. Pour moi, c'est indispensable le sujet formation. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver une nouvelle brique à aller découvrir, en fait. Parce que c'est par la découverte de cette nouvelle brique que tu fais plein de connexions. Tu te dis que parfois, ça t'aide à rationaliser un parcours ou des expériences passées. Et ça t'aide aussi à connecter ton présent avec le futur. Donc, le sujet de la formation, c'est hyper important. Et tu vois, moi, quand j'ai quitté JC2Co, la première chose que j'ai fait 1 an de break à peu près avant de reprendre un job chez Deloitte. Mais pendant 1 an, j'ai fait que ça, tu vois. J'ai fait une formation sur la création d'entreprise. J'ai fait une formation sur la reprise d'entreprise. Quel est le process, tu vois, pour racheter une entreprise. Et là, dans pas longtemps, je repars en formation sur un autre sujet dont je te parlerai après. Mais tu vois, c'est-à-dire que pour moi, ça fait partie d'un parcours pro et d'un parcours de vie que régulièrement de se dire, tiens, là-dessus, je vais aller réacquérir de la compétence que je vais pouvoir remettre au service de mon client ou d'abord au service de moi-même, tu vois, pour réinjecter une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de penser. Et la force de la formation, c'est qu'à chaque fois, alors là, on digresse un peu par rapport au sujet, tu vois, mais à chaque fois, tu connectes avec un nouveau réseau. Et ça, c'est hyper puissant, tu vois. C'est que d'un coup, tu connectes avec un réseau de créateurs d'entreprises. Tu connectes avec un réseau de gens qui reprennent des entreprises. Et en fait, tout ça, tu ne le sais pas au moment où tu le fais, mais tu t'aperçois qu'en fait, tu passes ton temps ensuite à reconnecter avec ces gens que tu as croisés sur des moments de formation et où tu as développé une relation particulière. Ouais, super intéressant.
Et, et en effet, moi je pense que c'est la force du réseau, c'est ultra important et surtout d'aller s'ouvrir à des réseaux auxquels tu n'étais pas du tout t'étais pas du tout ouvert et ça c'est ultra puissant parce que souvent on reste souvent dans celui où on se sent le mieux et c'est normal, hein, c'est humain et de rester dans sa zone de confort et d'aller chercher ça, c'est super intéressant. Et donc là, tu vas chez Deloitte. Raconte-nous un petit peu Deloitte, la greenhouse, ce que tu y fais. Et Ouais. faisons le focus maintenant sur. Alors j'arrive effectivement après un an de break qui n'en est pas vraiment un, hein, mais j'arrive chez Deloitte. En fait, j'arrive chez Deloitte par une mise en relation avec quelqu'un, tu vois, que j'ai rencontré 5 ans avant dans une formation, dans ce fameux DU Intelligence Collective dont je te parlais, tu vois. Donc c'est lui qui me connecte à Deloitte. Et en fait, il s'avère que la greenhouse, leur besoin correspond exactement à l'offre que j'étais en train de construire, si tu veux, en freelance et en indépendant, tu vois. Et en fait, je me dis, bon, c'est quand même un des Big Four, c'est une belle opportunité de continuer à progresser, de construire son réseau, etc. Donc du coup, je pense que je suis pris aussi parce que du coup, j'ai une vision assez claire sur ce qu'on peut faire au sein de la greenhouse. Et du coup, la greenhouse, c'est vraiment l'espace collaboratif de Deloitte. C'est-à-dire que, alors moi, je déconstruis un peu cette notion d'espace, mais malgré tout, c'est incarné par un lieu chez Deloitte. Il y en a 60 dans le monde. C'est-à-dire que dans quasiment tous les pays où Deloitte est fort, il y a une greenhouse. Donc, il y a cet espace collaboratif. Il y a des facilitateurs donc, qui sont là pour accompagner des groupes de travail. Il y a des méthodes communes. Il y a un mindset commun, si tu veux. Donc, on a un gros socle de connaissances qu'on peut mettre à la disposition de nos clients. Et pour clarifier un petit peu ce qu'on fait en greenhouse, en fait, si tu veux, on prend un client qui a un problème, on construit avec lui un atelier qui va lui permettre de cheminer petit à petit pour comprendre quelle est la racine de son problème, quels sont les axes de travail qu'il peut ouvrir pour le résoudre, et puis quelles sont les solutions qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Et donc, on construit avec lui cette séquence collaborative. Ensuite, on mène l'atelier, et puis il repart avec un livrable et des solutions qu'il est en capacité de mettre en œuvre. Et donc, le type de projet qu'on est en capacité, si tu veux, d'accompagner, alors ils sont divers et variés, mais ça peut être une entreprise qui a besoin de revoir sa feuille de route autour de la sustainability, et donc on va les aider à construire cette feuille de route. Si je reste dans l'univers de la sustainability, il y a une nouvelle réglementation autour de la CSRD, c'est toujours lié au sujet de développement durable qui est assez contraignante pour les entreprises. Et donc, c'est un peu un casse-tête, tu vois, sur qu'est-ce que je mets en œuvre, en place comme KPI, comment je les mesure, qu'est-ce que ça va transformer dans mon industrie. Typiquement, c'est le genre d'atelier qu'on peut construire et animer avec nos clients. Autre exemple, tu vois, on peut avoir 2 entreprises qui se sont rapprochées, qui ont fusionné. Et donc là, tu te retrouves avec 2 équipes qui potentiellement peuvent avoir un peu d'overlap sur les fonctions, sur les missions. Et donc, il faut réaligner tout ce petit monde sur une vision commune, une ambition commune, une trajectoire commune, tu vois. Et donc, tu les aides à construire cette vision consolidée. Ça peut être un gros projet de transformation type SAP. Donc, tu vois, tu vas déployer un nouveau système informatique dans ta boîte. Potentiellement, ça va créer pas mal de vibrations. Et donc, en démarrage de mission, donc c'est une mission qui aura été vendue par Deloitte, par les associés, tu vois. Ouais. En démarrage de mission, on va rassembler toutes les parties prenantes qui vont avoir à participer à ce travail de redesign de leur outil industriel et de leur système informatique. Et en fait, on va clarifier avec eux, en gros, quels sont les pain points qu'on peut identifier en amont, quels sont les éléments qui vont accélérer la transformation, l'appropriation du process global, qui sont les personnes clés à embarquer dans le sujet, tu vois. Donc, du coup, tu es vraiment dans une démarche collective qui crée de l'adhésion et de l'engagement autour d'un projet. D'accord, ouais, c'est super. Et ça, avec des méthodologies de design thinking ou des ateliers que vous allez piocher un peu partout dans toutes les différentes méthodes du design. En fait, si tu veux, il y a après, ce qui est intéressant, c'est que chez Deloitte, on a des ateliers qui sont sur étagère, donc qu'on peut utiliser.
Bon, moi, j'avoue que je préfère quand on doit repimper 80% de l'atelier parce que il y a une démarche créative et puis il y a un besoin de contextualisation à la Faut adapter. problématique du client. Donc, de toute façon, il faut réadapter. Mais en revanche, ce qu'on note toujours, c'est qu'il y a toujours une phase de compréhension du contexte global. Et là, c'est vraiment le process design, tu vois. C'est compréhension du process global. C'est quoi les retours d'expérience des utilisateurs? Donc, il faut aller s'intéresser aux utilisateurs. Quels sont les principaux problèmes bloquants, tu vois, qui ont été identifiés? Ensuite, tu as toujours une phase d'émergence et d'idéation, tu vois. Donc là, c'est la phase où tu vas explorer tout le champ des possibles. Et là, tu as plein de manières d'explorer le champ des possibles. Moi, j'adore les exercices de visioning, tu vois, qui vont t'emmener assez loin dans le futur pour se dire, en fait, quand notre monde va être complètement transformé, à quoi va ressembler notre modèle, notre industrie, tu vois. Donc, tu te poses cette question de à quoi tu vas ressembler dans 10 ans. Et puis, finalement, tu reconstruis le chemin inverse, tu vois, pour se dire, pour être ça qui me correspond dans 10 ans, les étapes en amont que je dois mettre en place, elles vont ressembler à ça, je vais transformer mes équipes, je vais avoir besoin de tel profil, tu vois, je vais transformer étape par étape. Et puis, à la fin, il y a toujours cette phase où tu priorises les sujets. Et la priorisation, c'est une étape hyper clé parce qu'en fait, tu dois définir très précisément quels sont les critères qui font que tu vas choisir ce projet plutôt qu'un autre. Donc, c'est la capacité des équipes ou de l'entreprise à adopter la solution qu'elle a choisie, les ressources que cela va demander, les ressources humaines ou les ressources financières, tu vois, et tu poses un certain nombre de critères qui te permettent de déverrouiller petit à petit des étapes clés de ton projet et d'avancer. Donc, ça te permet effectivement, à partir d'une pensée design et du design thinking, de faire sans arrêt les itérations, tu vois. OK, si je fais tel choix, quel impact sur mon organisation, quel impact sur mes hommes, quel impact sur mon business, etc. Et puis, tu déverrouilles à chaque fois et puis tu avances d'un cran. OK, ça, qu'est-ce que je dois sécuriser, qu'est-ce que je dois mettre en place, quel gap il y a entre là où j'en suis aujourd'hui et là où je devrais être demain. Et en fait, tu déverrouilles toutes ces étapes petit à petit. Et ça, pour moi, c'est vraiment du design, quoi. Tu vois, c'est vraiment du design de process et à la fois, tu joues avec une matière qui est l'humain, et à la fois, tu joues avec un contexte industriel qui est toujours, aujourd'hui, ce contexte industriel, il est toujours teinté de deux notions qui sont évidemment la profitabilité et la dimension durable désormais, tu vois. C'est-à-dire que tu es obligé de prendre cette dimension en compte. La profitabilité, certes, parce que c'est ce qui fait tourner ta boîte et c'est ce qui fait qu'à un moment, tu payes tes collaborateurs et que ça alimente le système global. Mais tu es obligé de te poser la question de est-ce que cette transformation, elle est durable et quel impact elle a sur l'ensemble de mon écosystème, en fait. Ouais, très clair. Et donc, pour faire tout ça, donc il y a ce lieu, mais j'imagine que tu es aussi accompagné de personnes. Raconte-nous un petit peu les profils qui font partie de cette équipe-là et puis peut-être les gens que tu choisis, que tu as choisis dans cette équipe-là pour qu'elles puissent répondre à tous les types de problématiques. Ouais, c'est effectivement un bon point. Alors, on est une toute petite équipe aujourd'hui, hein, on est 3. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais chercher à l'extérieur des profils freelance, tu vois. Et ça me permet d'aller choisir des freelances à l'extérieur avec différents critères. Parfois, je vais en choisir un parce que je sais qu'il a une expertise particulière sur une industrie. Donc, je vais faire rentrer plutôt ce profil. Je sais que je vais avoir à un moment une problématique plutôt de construction de groupe. Donc là, je vais aller chercher quelqu'un qui, je sais, maîtrise bien des outils qui vont permettre à un groupe de se connecter, de bien travailler ensemble, tu vois, d'être en phase. Parfois, je vais avoir besoin d'un profil très comment te dire ça, très technique, c'est pas forcément le bon mot, mais très technique dans la technique de facilitation, tu vois, très pointu. Parce que le groupe il est difficile, parce que le groupe il a du mal à communiquer, parce que le sujet il est sensible, etc. Tu vois, parce que c'est un sujet sur lequel il y a des non-dits depuis longtemps, tu vois. Donc il faut faire émerger une parole, et donc ça demande des savoir-faire particuliers. Donc je vais toujours chercher en fonction de mon besoin.
Et là, j'imagine que quand tu me parles justement de ces problématiques-là, la phase d'empathie, de compréhension, elle doit être ultra importante. Euh, comment, comment vous faites? Parce que j'imagine pareil que le client, il achète des jours ou il achète un projet, etc. Malgré tout, les profils dont tu me parles, c'est des profils qui coûtent cher. Ouais. Comment on essaye d'avoir une phase d'empathie qui est la plus positive possible et à la fois face aux contraintes de ce type de projet Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Et ça, moi, j'ai dans mon équipe, tu vois, une collaboratrice qui a une démarche très innovation. Donc, c'est intéressant la manière dont elle travaille. C'est qu'elle va beaucoup questionner le client, tu vois. Donc, c'est beaucoup de l'interview, de l'entretien en amont pour comprendre le contexte. Et donc, cette phase de cadrage, elle est clé. Et il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai publié un article sur LinkedIn sur quel était l'outil préféré que j'utilisais au quotidien. Et mon outil préféré, c'est l'art de la question, quoi, tu vois. Et c'est d'ailleurs la dernière formation que j'ai fait il y a quelques mois. Toute une formation sur l'art de la question et de la maïeutique. Tu vois. Comment tu vas questionner ton interlocuteur avec des questions ouvertes, des questions fermées, tu vois, qui vont l'inciter à en permanence challenger la réponse qu'il vient de te faire. Parce que tout l'enjeu de la facilitation et de ce genre d'atelier, si tu veux, le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu n'aies pas identifié la bonne problématique. Donc, tu crois que le problème, c'est A, tu réunis 25 personnes pour régler ce problème A, et puis en fait, quand tu fais ton première session d'atelier, le problème, il n'est pas A, il est D. Pardon. Et donc, du coup, tu t'es trompé. Donc, la phase de cadrage, en fait, elle t'oblige à poser des questions qui grattent parfois, tu vois, ça peut être un peu rugueux. C'est-à-dire qu'il faut avoir une relation de confiance avec ton client pour lui dire, vous m'avez dit ça, mais moi, en vrai, j'ai entendu ça. Qu'en est-il de la relation entre un tel et un tel? Qu'en est-il en fait de la pertinence de tel ou tel projet, tu vois? Et donc, il faut le pousser à s'interroger et à se questionner sur la réalité de son problème, en fait, et la forme de son problème. Et là, trouver des personnes qui arrivent à vite comprendre tous ces aspects-là, politiques, humains, objectifs, périmètre, c'est pas, enfin voilà, c'est pas simple. Après, je pense que c'est le dénominateur commun, si tu veux, de tous les profils que je t'ai énumérés avant, tu vois, par rapport à ta question, quel type de profil. Je pense que tous les facilitateurs, ils ont à la fois cette capacité d'empathie, tu vois, comprendre très vite un environnement, et ils ont cette vision complexe 3D, tu vois. C'est-à-dire la capacité à connecter des sujets avec d'autres en disant, en fait, j'appuie là et j'ai mal là, mais en vrai, mon problème, il vient plutôt de la droite plutôt que la gauche, tu vois. Et encore une fois, le rôle du facilitateur, c'est pas de dire votre problème, c'est ça. Tu vois, le rôle du facilitateur, c'est par le parcours de réflexion et le chemin de réflexion et les ateliers que tu as proposés à ton client et la phase de cadrage que tu as fait en amont, c'est que ça soit lui qui prenne conscience que son projet et que son problème, c'est celui-là plutôt qu'un autre, en fait, tu vois. Ouais. Donc, c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça que la phase de cadrage et cette capacité à écouter, surtout à écouter et poser des bonnes questions et ne pas avoir peur de qui est ton client en face de toi, tu vois. Parce que chez Deloitte, on peut avoir ce prisme-là. C'est qu'on a quand même une population et des clients où nous, notre population type, tu vois, c'est les C-level, quoi. Donc, c'est CEO, CFO, CTO, enfin, toute la suite C-level. Donc, c'est des gens, c'est des populations qui sont évidemment experts dans leur métier, souvent, avec un haut niveau de culture, un haut niveau d'éducation, un haut niveau de connaissance de leur job. Mais pour autant, parfois, il faut aller gratter un peu pour dire, peut-être que la vision que vous avez, elle est tronquée, elle est biaisée, elle n'est pas bonne, voilà. Et donc, c'est comment on les amène à challenger cette vision. Et justement, là, on a parlé d'animation, d'ateliers, d'échanges, de mise en empathie. J'allais dire les livrables. Au-delà des de dossiers ou de PowerPoint ou de comment se passe la suite dès qu'on a mis un petit peu le doigt sur le problème, que tout le monde commence un petit peu à s'aligner. Est-ce que vous allez plus loin ou comment se passe la suite? Alors,
Nous, dans le cadre Greenhouse, si tu veux, notre mission, elle s'arrête à la fin de l'atelier collaboratif. Et on a un livrable final avec, en gros, le plan d'action qui a été défini, la feuille de route, les actions qu'on met en place. Ensuite, le relais, il est pris soit chez le client, soit par les consultants de Deloitte, parce qu'on a fait cet atelier dans le cadre d'une mission globale qui avait été vendue par les consultants, tu vois, par les associés et consultants. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Donc, nous, on sort du projet, malheureusement. C'est ce qui peut être un peu frustrant parfois, mais c'est notre modèle, tu vois. Nous, on est là pour intervenir de manière ponctuelle, pour débloquer une situation ou clarifier une situation, mais on n'est pas là pour accompagner la mise en œuvre. Aujourd'hui, j'ai pas la ressource, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai pas la bande passante. Et puis surtout, il y a des gens chez Deloitte dont leur job, c'est ensuite C'est de d'accompagner prendre la suite, l'opérationnalisation tout d'un à fait. projet. Tu vois. Voilà. Mais je comprends en fait ce côté un petit peu, au-delà de la greenhouse, j'appellerais ça plutôt aussi la safe house. Genre, c'est vraiment un lieu en dehors des locaux du client, dans lequel les gens vont peut-être se retrouver, se parler, etc. Il doit y avoir un aspect psychologique de compréhension qui doit être fort. Il doit y avoir des moments forts. Oui, il y a des moments effectivement où tu sens que, parce que en fait, l'intelligence collective, ce que moi j'aime bien dans l'intelligence collective, c'est qu'en fait on croit toujours. Il y a une partie visible de l'iceberg, il y a une partie immergée. On croit toujours en fait qu'on travaille le projet, mais en fait on travaille le collectif, si tu veux. Tu peux avoir pris les plus belles décisions et imaginer les plus beaux projets. Si derrière t'as pas le collectif qui est engagé pour faire avancer ce projet, bah c'est fini à la fin de l'atelier, c'est fini, tu vois. Donc c'est comment tu travailles ce collectif. Ce qui est intéressant du coup, c'est quand tu sens que le collectif s'empare du sujet et que tu es dépossédé du sujet et qu'ils le font vivre par eux-mêmes. Dans la vraie vie, ça arrive pas souvent. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu es dans le groupe qui est venu travailler. Il faut que tu aies quelqu'un qui a un peu ce mindset designer, justement, tu vois. Ce mindset design, cette pensée design et facilitateur pour continuer à travailler cette dynamique de groupe et cette dynamique de projet. Et là où on vit des choses puissantes aussi, c'est que là, on a parlé beaucoup du collectif, mais chez Deloitte, avec la Greenhouse, on fait aussi beaucoup d'accompagnement personnalisé de dirigeants qui viennent de prendre un nouveau poste. Tu vois. Donc, tu as un CEO, peu importe le secteur, qui est en poste depuis 3 mois, et en fait, on l'extrait pendant une journée de son environnement. Et là, pendant une journée, on va le passer, si tu veux, un peu à la moulinette sur, en gros, ses rôles, responsabilités et mandats, les enjeux qui sont clés par rapport à son job, quel est le niveau d'alignement et de delivery de son équipe, quel niveau de relation il a avec ses parties prenantes, tu vois, ses N+1, ses prestats, enfin, tous ses partenaires, tout son écosystème. Et là, on construit 2 choses avec lui qui sont assez fortes et que moi j'aime beaucoup et je pense que c'est aussi, je l'aime parce que ça raccroche aussi avec mon métier de créatif, tu vois, et mes missions d'avant. C'est que une fois qu'il a décortiqué tout ça, évidemment, il va construire son plan d'action et sa feuille de route. Mais un des points communs, je pense, de l'accompagnement individuel ou collectif ensuite, c'est comment tu construis ton narratif, en fait, tu vois. C'est-à-dire que le point commun de toutes ces approches collaboratives et la force du designer, souvent, c'est la capacité à reformuler une problématique et à mettre en perspective les solutions, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on fait avec les dirigeants et c'est ce qu'on fait aussi avec les groupes de travail. C'est de se dire, ok, super, on est arrivé à une feuille de route que vous avez parfaitement clarifiée, que vous maîtrisez maintenant parfaitement. Maintenant, votre feuille de route, vous devez la communiquer très clairement à vos équipes, à vos partenaires, à vos financiers, suivant les cas, tu vois. Et donc, on les accompagne à construire ce narratif. Et donc, ça fait aussi partie de mon job, de faire cet exercice-là avec eux, pour construire un narratif puissant au service d'un projet, tu vois. Et en fait, là, on parlait d'humain, on parlait de projet. En fait, construire ce narratif à la fin de cet exercice, ce que ça change, en fait, chez le client, c'est que d'un coup, en fait, il incarne son propos, tu vois. Il sait parfaitement quelle est, et là, je raccroche à nouveau avec les dimensions design,
il sait parfaitement quelle est son intention, son objectif, tu vois, Ouais. et la trajectoire qu'il veut suivre. Voilà. Ça, c'est vrai que cette prise de recul, elle est ultra nécessaire avec des gens qui ont peut-être déjà eu ce type de poste et des personnes qui sont capables de t'accompagner dans la réflexion et de se dire que tu n'es pas tout seul face à toutes ces décisions, face à tous ces problèmes qui doivent être gérés. Et ouais, je comprends. Donc là, c'est vraiment des phases de coaching. Ouais, alors C'est un peu c'est mentoring. ça hein, en vrai, hein, c'est Mm. ça. Après, c'est des sessions de travail d'une journée, tu vois, qui sont précédées d'interviews justement pour comprendre l'environnement du client. Donc, un coaching, j'ai envie de dire, tu vois, ça va être plus dans la durée, mais là, c'est vraiment un gros workshop d'une journée Ouais. pour l'aider à clarifier ça. Le coaching, après, c'est d'autres métiers, c'est Oui, d'autres exercices, ouais, je comprends. mais par rapport à notre sujet du design, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que on va designer un parcours de réflexion qui est vraiment adapté aux besoins du client, tu vois. Et tiens, justement, j'avais une question autour de la maturité design, et justement de la maturité design dans le monde des C-level. Est-ce que, est-ce que en fait, quand ils arrivent à la greenhouse, j'imagine il y a peut-être un petit vernis pour expliquer ce que c'est peut-être le design, ou est-ce qu'on va tout de suite dans le gros du sujet et on explique que c'est des méthodologies de design. Enfin voilà. En fait, ma question un peu autour de ça, c'est savoir est-ce que vous arrivez à faire un peu grandir la pensée design chez les décideurs. C'est pas simple, mais Non, mais cette question, elle est hyper intéressante, je trouve. Euh, j'ai l'impression que ça évolue parce que tu vois, alors est-ce que c'est les algorithmes des plateformes que je suis qui font remonter ce sujet? très certainement. C'est probable, mais j'ai l'impression que en fait, on voit de plus en plus de designers qui sont intégrés au sein d'organisations pour des enjeux divers et variés, mais donc ça veut dire que ça apporte quand même quelque chose à l'organisation. Chez Deloitte, je pourrais pas dire qu'il y a une maturité très forte autour du sujet. Et d'ailleurs, pour la renforcer, tu vois, je suis en train de travailler en ce moment sur un programme de formation pour être facilitateur, justement. Pour que dans les équipes métiers, il y a des gens qui soient plus en capacité d'accompagner des réflexions autour du design thinking pour la mettre à disposition et au service de leurs clients. Tu vois, donc on commence à évoluer là-dessus. Après, le design, souvent, il faut un peu le faire sans le dire, quoi, tu vois. C'est-à-dire que bah, tu mets en place tes process, tes pratiques, tu l'incarnes, tu le vis, enfin, ouais, tu fais en sorte que ça soit au service de ton client. Euh, tu expliques effectivement quel type d'outils tu vas utiliser. Les gens rentrent beaucoup souvent par les outils. Moi, on me demande quel outil tu utilises, quelle méthode tu utilises. Mais en vrai, ça m'intéresse pas et c'est pas intéressant de citer des noms, tu vois, de gens, d'experts de la facilitation. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, tu sais pourquoi tu vas prendre tel type d'outil parce que il va te faire émerger tel type de réponse ou faire vivre tel type de situation. Et puis surtout, il faut être en capacité de le transformer pour répondre aux besoins de ton client, tu vois. Donc on n'a pas, quand on fait le travail plus en individuel, on n'est pas dans une démarche tellement pédagogique vis-à-vis du design. Quand on fait des ateliers collaboratifs, en revanche, on a effectivement tout ce travail un peu de pédagogie en début d'atelier pour expliquer qu'en fait, on a un process design qui est robuste, qu'on l'a déjà utilisé plein de fois, qu'il faut faire confiance au process, qu'il faut accepter le lâcher prise, qu'il faut permettre à chacun de s'exprimer, tu vois. Donc on met un certain nombre on crée un cadre de confiance, enfin, tu vois, on parle beaucoup de cadre de confiance en intelligence collective. Donc on crée ce cadre de confiance qui fait que d'un coup les gens comprennent qu'ils sont rentrés dans un processus créatif entre guillemets, tu vois, et qu'ils sont autorisés à avoir des idées, qu'on ne va pas juger ces idées, qu'à un moment on encourage l'enrichissement à chaque fois. Donc tu vois, on interdit ou on casse des discussions quand quelqu'un te dit ah non mais ça c'est pas possible, ah mais non mais ça on l'a déjà fait. Non mais en vrai quand il se passe ça, on lui dit ok mais alors c'est quoi ta proposition pour qu'on puisse aller plus loin, tu vois. Et donc on va travailler sur tout le temps de l'enrichissement, jusqu'à un moment où on se dit ah ouais cette solution là elle est bien. Et donc pour passer du bien à je peux la mettre en œuvre, ensuite on passe sur un autre process
où là, on va expliquer. Bon, bah, maintenant, on va prioriser. On va prioriser par rapport à des critères qu'on a définis. Ça peut être l'urgence de mise en œuvre, ça peut être la difficulté de mise en œuvre, ça peut être les ressources dont on dispose. Donc, en fait, on pimpe comme ça à chaque fois les séquences. Voilà. Et pour moi, la culture design, elle vient un peu comme ça. Et après, j'ai une expression que j'aime bien, et c'était le titre d'un autre petit article LinkedIn que j'ai publié il n'y a pas longtemps, qui était danser avec le système, en fait, tu vois. C'est-à-dire que le design, si tu l'amènes dans les organisations et que tu le positionnes au centre où tu veux, quel que soit l'endroit où tu le veux, si tu le positionnes comme étant un élément qui va venir en confrontation, en opposition, en résistance avec le reste de ton organisation, tu seras jamais assez fort et il y aura toujours un moment où ça va craquer en fait. Et donc c'est comme quand on a mis le digital au centre des agences de pub. Bon, bah, ça a juste créé des tensions entre les équipes de direction artistique plus traditionnelles et les équipes digitales, et il a fallu quasiment une bonne dizaine d'années pour que tout ça devienne un peu mélangé, tu vois. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui avec l'intelligence collective, bah, c'est souvent une entité qui est un peu à part. C'est-à-dire que moi, je suis rattaché à une direction qui est transverse à tous les métiers de Deloitte. Mais mon rôle, c'est de se dire, moi, je danse avec vous, en fait. C'est-à-dire que je rentre dans votre cercle, je rentre dans votre mouvement, je rentre dans vos enjeux, et je vous impose pas une méthode ou une manière de fonctionner. Je vais juste faire rentrer des méthodes dans vos manières de fonctionner pour répondre à vos besoins, tu vois, en fait. Et donc, je force jamais le trait. Je force jamais le trait. Ah, super, super intéressant. Et c'est vrai que moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des jeunes sortis d'école et d'écoles de commerce assez prestigieuses et qui me disaient que le design et les méthodes de design thinking étaient enseignées, ou en tout cas, il y avait un premier vernis. Et donc, tu vois, on voit que ça commence à arriver et qu'on s'y forme de plus en plus. Et puis j'ai l'impression que ça évolue, mais bon, c'est vrai que il faut quand même toujours se battre quand on est designer pour expliquer l'importance du design, l'importance de la recherche utilisateur, l'importance des tests. On a l'impression qu'il y a quand même encore pas mal de boulot, mais écoute, on est là pour ça. Ouais, c'est un métier où il y a beaucoup de pédagogie à faire, mais Parce que c'est tout nouveau aussi. ouais, Et tu vois, juste, moi, ce que je dis souvent, c'est que il y a 4 ans, moi, j'ai découvert le design et j'y connaissais rien. Et déjà, juste la première chose, quand on m'a expliqué que designer, ça voulait dire concevoir et pas dessiner voilà. C'était déjà une première révélation. C'est déjà le niveau 1 de ma révélation, et puis ensuite j'en ai eu plein d'autres. Mais voilà. Non, mais c'est assez naturel, effectivement, parce que longtemps, le design a été communiqué comme un exercice de forme. Tout à fait. Tu vois. Donc souvent, tu projettes ça. Mais en fait, il y a cette fameuse pensée design à tous les niveaux, en fait, tu vois. Et après, bah, elle est visible, moins visible, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais effectivement, c'est un mode de fonctionnement. Ouais. Bon, bah super, Damien. Écoute, c'était un vrai plaisir de découvrir Bah, tout merci, toi. ça, la greenhouse. Peut-être c'est la dernière partie, c'est la partie recommandation. Est-ce que toi, tu as un livre à nous recommander aux auditrices et auditeurs? Alors, j'en ai trois en vrai. Parce que de la même manière qu'il y avait la question sur comment j'ai rencontré le design, cette question-là, elle m'avait interpellé. Et j'en ai trois. Et en fait, j'ai choisi ces trois livres parce qu'ils correspondent vraiment à la trajectoire qu'on vient d'évoquer, tu vois. Le premier, c'est La laideur se vend mal de Raymond Lévy. Raymond Lévy, c'est le pionnier du design, si tu veux. Tu vois, c'est lui qui a fait passer l'objet de l'objet industriel à un objet séduisant, désirable. Ouais. Okay. Voilà, désirable. Ouais. Et ce bouquin, il est génial parce qu'il raconte des choses qui sont toujours d'actualité sur la place du design dans les organisations, comment ça crée de la valeur, comment c'est vertueux, si tu veux, pour une entreprise. Et donc ce bouquin, il raconte ça. Et pour moi, il est fondateur. Le deuxième que je recommande, et alors tu vas être surpris sûrement parce que c'est la biographie de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, qui s'appelle Life. Et en fait, ce bouquin, il est génial parce que en fait,
Alors, le designer, il doit toujours lutter entre à la fois une démarche hyper rationnelle, parce qu'il y a du process, il y a une méthode, enfin, tu vois, il a un mindset de réflexion, et en même temps, il faut amener de la liberté créative et une dimension artistique, tu vois, et une liberté de penser, une liberté de créer, en fait. Et ce bouquin, il raconte ça, tu vois. Le mec, il raconte sa vie, mais en fait, tu comprends il a jamais lâché ce qu'il était, ses envies, là où il voulait aller, ce qu'il voulait faire, la musique qu'il aimait, la manière dont il voulait vivre, tu vois. Donc ça incarne la liberté de l'artiste et la liberté qu'il faut s'autoriser en tant que designer, parce que si tu te donnes pas de liberté, bah, tu casseras jamais les codes qui existent. Et notre job, c'est de casser les codes qui existent pour emmener plus loin un projet, une proposition, une forme, etc. Donc, il faut cette liberté-là. Et le troisième bouquin, c'est La confiance créative. Et donc, La confiance créative, ça a été écrit par les frères, c'est David et Tom Kelly. Et c'est eux qui ont créé la chaire de design thinking à Stanford, en fait. Et en fait, un été, j'ai lu ce bouquin. Et quand je suis rentré de vacances, c'est là que je me suis engagé à faire le DU Intelligence Collective. Ouais. Parce que je me suis dit, ah mais en fait, ça avait rationalisé 15 ans de ma vie, en fait. Ouais, Tu vois, beaucoup de choses que tu faisais peut-être instinctivement. exactement. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait mettre la démarche de design thinking au service de d'autres projets. Et il y a des exemples super dans ce bouquin. Si tu me donnes 3 secondes, je t'en raconte un pour te donner envie de le lire. Grand plaisir. Mais il y a un hôpital aux États-Unis, tu vois, avec un scanner. L'hôpital a investi des millions pour avoir ce scanner qui sert à faire des scanners pour enfants malades, tu vois. Et donc les enfants, à chaque fois qu'ils viennent faire leur scanner, eh ben, ils sont terrorisés parce que c'est une machine à l'intérieur de laquelle ils vont rentrer. Ils veulent Il y a pas des rentrer bruits dedans. bizarres, Ouais. etc. Ouais, Donc ça fait peur. pas grave. Sauf que le scanner, il vaut des millions. Donc, de toute façon, tu peux pas redesigner la coque du scanner, tu vois. Ouais. Tu peux pas redesigner la technologie. Et donc, ils ont travaillé avec des designers et l'école de Stanford à réinventer l'expérience du scanner, en fait. Et donc, les choses qu'ils ont fait, ça paraît tout simple quand tu le dis comme ça. Mais quand tu le lis, tu te dis, mais ouais, j'y aurais pas pensé. En fait, ils ont réinventé le parcours de l'enfant à l'intérieur de l'hôpital. Comment il est accueilli, comment il est emmené jusqu'à la salle avant le scanner, l'histoire qu'on lui raconte. Et donc là, ils inventent un narratif, encore une fois, pour dire, en fait, tu vas faire un voyage dans un vaisseau spatial, tu vas voir, il va y avoir des bruits bizarres, tu vas entendre des bruits de machines, des bruits de planètes, des bruits machin, tu vois. Donc, il lui raconte toute une histoire. Et en fait, quand ils arrivent dans cette salle où il y a ce fameux scanner à plusieurs millions de dollars, ils ont créé des stickers pour habiller le scanner, pour lui donner un peu plus un air de vaisseau spatial. Ils ont habillé la salle, pareil, pour lui donner un peu plus, tu vois, une dimension spatiale. Et puis, l'opérateur, la personne qui est derrière la vitre, là, qui te dit respirez plus, attention, machin, eh ben, on lui a construit une histoire à raconter à l'enfant, tu vois, en lui disant 3, 2, 1, 0, on décolle. Limite, elle est déguisée. Enfin, on n'en est peut-être pas à ça, mais ouais. Et ça, c'est du design thinking, en fait, tu vois. Et ça, c'est du design, en fait. Et en fait, je me suis dit, en fait, mais voilà, c'est ça la fonctionnalité du design, c'est de réinventer des expériences. C'est pas toujours d'inventer des nouveaux produits, toujours des nouveaux objets, toujours des nouvelles formes. C'est d'inventer des nouvelles expériences, en fait. Et ce bouquin, il est clé pour ça, parce que à travers des exemples et des méthodes, il te décortique ce process et tu repars, tu fermes la dernière page en te disant, mais en fait, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux amener comme dynamique dans ma manière de travailler et dans ma fonction de designer, tu vois. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est 3 bouquins clés. C'est sans risque. Vous allez prendre beaucoup de plaisir pour les lire. Hein. Mais merci d'avoir bien préparé ce point-là. C'est vrai que ça donne vraiment envie d'aller les découvrir et trop bien. C'est une excellente recommandation. Est-ce que quand tu fais ta veille, tu me disais que tu étais beaucoup sur LinkedIn. Est-ce que est-ce que c'est ton principal outil de veille ou est-ce que tu as aussi des sites que tu apprécies regarder de façon quotidienne ou hebdomadaire? Non, là-dessus, j'ai pas. En fait, c'est pas dans mes. J'ai perdu ce réflexe-là avec le temps. J'ai moins ce temps de veille. Aujourd'hui, mon outil principal, c'est vraiment LinkedIn, j'ai envie de dire.
qui est vraiment qui permet d'avoir un peu les signaux faibles, tu vois, qui émergent rapidement. Donc ça permet de les identifier et puis d'aller les travailler, les creuser après. Depuis quelques mois, j'écoute beaucoup de podcasts. Et pas seulement parce que tu m'as invité à participer. Pas seulement que le mien. J'adore le format long parce qu'en fait, on a perdu cette notion du temps et du format long. Il faut tout faire vite et court. Et en fait, à travers les podcasts longs, ce qui est intéressant, c'est que ça te donne le temps de parler de d'autres personnes. Ça te donne le temps de parler de références, de concepts, tu vois, de tendances qui émergent ou pas. Et ensuite, tu peux aller les nourrir. Donc, c'est plutôt ça aujourd'hui mes sources d'inspiration. Mais tu sais, franchement, LinkedIn aujourd'hui, LinkedIn, si tu suis les bonnes personnes, tu peux avoir énormément d'informations et des liens vers d'autres sites. Donc, moi, je trouve ça aussi intéressant. Et alors, les deux questions les plus compliquées de ce podcast, c'est est-ce que tu as un film et un album à nous recommander? Et qu'il faut en choisir qu'un. Alors oui, un film, j'en ai un. C'est arrivé près de chez vous. C'est le premier film de Benoît Poelvoorde. Voilà. J'ai un seul DVD chez moi, c'est celui-là. Et ce film, il m'a marqué. Je trouve que c'est un objet créatif, quoi, en soi. Ils ont inventé un style avec ce truc. C'est absolument incorrect, mais il y a la liberté dont je parlais tout à l'heure, quoi. Il y a une forme de génie créatif, une forme de narration, une forme tout court, quoi. C'est un objet créatif en soi. Ce que tu viens de dire à l'instant reflète totalement la vie et la carrière que tu as mis en place. Donc, félicitations pour ça. C'est pas souvent simple d'ailleurs d'allier ses envies et son envie de où est-ce qu'on veut emmener sa vie et parfois la carrière professionnelle, parce que voilà, il se passe plein de choses et c'est pas souvent évident. Donc bravo à toi, et c'était vraiment hyper intéressant de se plonger dans ce design de process, dans cette greenhouse qui me semble aussi un moment, cette safe house. J'aime bien ce terme. Comme je disais, et c'est super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup je comprends que ça ait du sens pour ce type d'entreprise où souvent la politique, les enjeux, les intérêts de chacun sont souvent difficiles à aligner, et d'avoir cet accompagnement de la part de Deloitte, ça a carrément du sens. Donc bravo à ça, et puis on a hâte de suivre les aventures de la Greenhouse et puis les tiennes. Donc on continue de se suivre sur les réseaux, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Avec plaisir, Paul. Merci beaucoup pour cet échange. C'était passionnant. J'espère que ça intéressera tes auditeurs. Et en tout cas, c'était passionnant pour moi de verbaliser cette trajectoire et voilà, le design est partout, donc il faut le faire vivre. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup. À bientôt. Paul. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.